RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Alors ensemble, nous recevons sur ce plateau Virginie Calmels. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux et probablement numéro 2 du parti Les Républicains si Laurent Wauquiez est élu à la tête de la droite française puisque vous l'avez rejoint cet été. Alors vous venez du monde de l'entreprise, passé par les directions de Canal+ et la société de prod Endemol. On vous dit pragmatique et déterminé, des qualités à la mode, en tout cas pour faire de la politique en ce moment, mais certains moquent aussi votre agilité à voler comme un trapéziste de Juppé à Fillon et désormais à Laurent Wauquiez que tout sépare de votre mentor. Alors, pour Alain Juppé, vous étiez son aile libérale, on va dire. Pour Wauquiez, vous êtes son aile modérée, centriste. Ce « en même temps », finalement, aurait pu plaire à Emmanuel Macron et vice-versa. Écoutez, j'ai été approchée à certains moments, notamment par un certain nombre de donateurs d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de personnalités qui étaient hors du champ politique, mais qui étaient plutôt dans le champ économique, considérant qu'au fond, j'aurais dû rallier Emmanuel Macron parce que j'avais ce profil très atypique, femme, chef d'entreprise, très récemment engagée en politique. Moi, j'ai fait le choix des convictions, c'est-à-dire que même si Emmanuel Macron a un côté séduisant, par sa modernité, par sa volonté peut-être de bouger un peu les lignes et par cette capacité qu'il aura eu finalement à arriver très très rapidement et de façon presque un peu inattendue au sommet de l'État, j'ai fait le choix de mes convictions et contrairement à ce que certains prétendent, notamment parfois ceux qui ont trahi leur propre famille politique en m'accusant de traîtrise, moi je reste au contraire hyper cohérente par rapport à ce que sont mes convictions. Vous le rappeliez, je suis plutôt libérale, j'avais ces convictions avant même de m'engager en politique et de le faire à Bordeaux, là où je suis née, aux côtés d'Alain Juppé. J'ai toujours porté ces convictions libérales populaires. Moi, si vous voulez, ce que je voudrais, c'est qu'on s'adresse aux gens dans leur ensemble, aux classes moyennes, à ceux qui travaillent, à ceux qui méritent et comme je suis chef d'entreprise, je me suis engagée en politique parce que je ne comprenais pas comment ce pays pouvait avoir 2200 milliards de dettes et qu'il fallait peut-être gérer un peu différemment l'argent public pour que ça bénéficie au plus grand nombre et notamment baisser la dépense publique, baisser les impôts. Moi, je suis très, très logique avec moi-même. Quand Alain Juppé ne gagne pas les primaires, eh bien, les primaires avaient pour but de choisir parmi les candidats celui qui était désigné par le plus grand nombre et ensuite, on devait tous se rassembler derrière celui qui a été François Fillon. Alain Juppé lui-même, non seulement a apporté son soutien à François Fillon, mais il m'a désigné avec François Fillon comme représentante des juppéistes au sein du comité politique. C'est là que je fais mon entrée au parti et c'est là que je soutiens François Fillon. Mais ensuite, est-ce qu'il n'y a pas aussi, Virginie Calmels, une cohérence dans la démarche de ceux dont vous avez parlé, vous avez évoqué le terme de traîtrise, à propos, donc, on peut le penser d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence de leur part à avoir rejoint Emmanuel Macron, qui met en œuvre un programme qui n'est pas très éloigné, en bien des points, des propositions que défendait François Fillon? Alors, pour moi, il y avait d'abord plusieurs temps. Je vais vous dire ce à quoi moi j'aspirais. C'est une vraie modernisation pour ce pays parce que je crois qu'en effet, on peut constater qu'au fond, on est au bout d'un système. Et il fallait du renouvellement. Mais ce vrai renouvellement, pour moi, il passait par une coalition. Une coalition à l'allemande ou en tout cas la capacité à un moment donné à se mettre autour d'une table pour diriger la France en faisant fi des ambitions personnelles, mais vraiment dans l'intérêt général, et à négocier un accord de gouvernement avec les principales forces en présence. Pour moi, comme vous les avez cités, ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron avant les législatives ont finalement empêché cette coalition d'exister, puisque ça a été, et Emmanuel Macron s'en est pas caché, c'était sa stratégie, il a fait exploser la gauche, et il souhaitait de la même façon faire exploser la droite. Et il a un peu réussi. Il a bien réussi à gauche, comme ça ne vous a pas échappé. Et en fait, la droite résiste. Elle a résisté parce qu'elle a quand même réussi à sauver 100 députés au mois de juin, mais aussi parce que finalement, on l'a vu aux dernières sénatoriales, les élus locaux notamment
font toujours confiance à la droite. Et puis, on va voir s'il va vraiment réussir sur son pari d'avoir des résultats en France, parce que c'est ça le plus important. Moi, ce qui me choque un peu, si vous voulez, moi qui ne fais pas de la politique depuis très longtemps, c'est que je pense que c'est pas tant d'anéantir ses adversaires, l'objectif. C'est de vérifier que les Français vont mieux vivre demain qu'hier. Et donc, c'est trop facile de dire, en fait, on va faire exploser une force d'opposition pour se maintenir au pouvoir. Et puis moi, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que je n'ai pas envie, d'où mon ralliement mon alliance plutôt qu'un ralliement à Laurent Wauquiez, c'est que je n'ai pas envie qu'on se retrouve dans 5 ans, si jamais Emmanuel Macron échoue, je ne le souhaite pas pour le pays, mais s'il échoue, à ce qu'on ait un choix entre Mélenchon et Le Pen. Et donc je pense qu'on a absolument besoin d'une 4e force politique qui s'appelle la droite. La droite, elle est multiple, elle a besoin de cette diversité, elle a besoin de courants qui ne sont pas sensiblement les mêmes. Je ne suis pas le clone de Laurent Wauquiez, j'amène une autre sensibilité, mais on a besoin de se rassembler pour exister et pour surtout que Mélenchon ne soit pas le seul opposant à Macron et presque un opposant facile et désigné pour en fait continuer tranquillement son bonhomme de chemin. Alors Virginie Calmès, ce qu'on va essayer de savoir, c'est est-ce que c'est s'opposer pour s'opposer bêtement, ou est-ce que vous allez parfois pouvoir distribuer quelques bons points, puisqu'on a vu qu'Emmanuel Macron a monté son parti ex nihilo, En Marche, un peu comme une start-up. Il est une sorte de président manager. On écoute un extrait très court de son interview dimanche soir. Moi, je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire il y a des gens qui réussissent, taxons-les, nous nous porterons mieux. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. Alors voilà, vous dites je suis libéral, c'est exactement ce que dit là Emmanuel Macron, parce que l'idée de la réussite individuelle, c'est une idée libérale. Donc là-dessus, j'imagine que vous signez en bas de la feuille. Oui, ça dépend. Je pense que parfois, il faut ne pas oublier tous les Français et pas s'adresser qu'à certains Français. Mais là où vous avez raison, c'est que moi, je ne ferai pas de l'opposition systématique. Et d'ailleurs, avant même que Emmanuel Macron soit président, je l'avais dit, on n'était pas nombreux à droite à l'époque. Je crois qu'on était à peine 3 à dire que si j'avais été parlementaire, j'aurais voté la loi Macron. Donc, ce qui va dans la bonne direction, je ferai évidemment partie de ceux qui le soutiendront parce que je suis cohérente avec mes idées. Quand il dit ça, évidemment que je ne peux pas être en opposition avec lui, car je pense qu'il faut effectivement valoriser le travail et valoriser le mérite dans ce pays. Mais attention, il y a d'autres façons pour moi de le valoriser que de taxer encore un peu plus les retraités qui ont travaillé toute leur vie. Oui, ça c'est l'argument de la droite aujourd'hui. C'est quand même important parce que les retraités, c'est un nombre significatif de nos concitoyens, mais c'est aussi l'achèvement d'une vie. Vous voyez, quand vous avez travaillé toute votre vie, souvent, c'est pour essayer de constituer un petit patrimoine qui passe parfois par l'achat de sa résidence principale après beaucoup d'années d'endettement pour transmettre à vos enfants. Et donc, moi, quelque part, je ne suis pas totalement en phase avec lui sur cette politique qui viserait à taxer assez fortement, finalement, les retraités, considérant qu'ils ne sont plus productifs. Oui, mais ils l'ont été toute leur vie. Je n'ai pas envie qu'on les fasse fuir au Portugal. Mais aussi à valoriser le travail des classes moyennes. Pour rester sur les grands axes, pendant la campagne présidentielle, vous disiez d'Emmanuel Macron que c'était un mystificateur. Vous vous en souvenez? C'est possible, vous savez, j'ai eu des propos... Et vous disiez que c'était un homme de gauche qui gouvernerait toujours avec la gauche. Vous diriez encore ça aujourd'hui? Alors, il a prouvé, parce qu'il a été extrêmement tactique et habile. D'abord, il a montré une vraie tactique politicienne en choisissant un Premier ministre issu de la droite. Ça a été son premier mouvement... Très proche d'Alain Juppé. Oui, nous étions dans la même équipe pour défendre Alain Juppé en porte-parole et en proximité. Il était peut-être plus son aile gauche et moi j'étais peut-être plus son aile droite. Mais en l'occurrence, il a montré à ce moment précis qu'il faisait clairement de la politique avec une très grande tactique et qui a marché. Puisqu'en fait, le fait que quelqu'un de nos rangs accepte finalement de rejoindre Emmanuel Macron avant ces législatives. Moi, j'avais fait une tribune que j'avais intitulée « Pas d'appel avant le 18 juin ». Vous comprenez bien la référence historique, parce que le 18 juin, c'était le 2e tour des législatives. Et que je pensais que les Français avaient choisi Emmanuel Macron. J'en ai fait partie. J'ai voté Emmanuel Macron au second tour, parce que pour moi, il n'y avait pas photo entre Madame Le Pen et Emmanuel Macron. Mais pour beaucoup de Français, ça n'a été pas forcément un choix qui a été fait par un élan. C'est aussi parce qu'en face, il y avait Marine Le Pen. Et je pensais que les Français avaient la possibilité
possibilité, grâce aux législatives, de choisir le projet sur lequel Emmanuel Macron aurait pu gouverner. Et ce que j'aurais adoré, c'est qu'Emmanuel Macron, in fine, soit obligé soit de passer par une coalition, soit de réellement prendre le projet de la droite. Il a pris Édouard Philippe, mais il n'a pas pris le projet d'Alain Juppé. Et quand on regarde en détail, non, il n'applique pas le projet d'Alain Juppé. Il applique le projet Emmanuel Macron. Celui pour lequel il a été élu. Absolument. Et de ce point de vue-là, je ne pourrais pas lui faire ce reproche, mais ce n'est pas celui auquel moi j'adhérais. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la droite, une fois encore, doit reprendre toute sa place dans le débat, faire valoir non pas de l'opposition systématique, c'est pas ça le sujet. Oui, mais sujet, justement, sur Virginie Calmès, force de proposition pour montrer qu'il y a un autre chemin pour le pays. Si vous êtes, et c'est sûrement ce qui va se passer, puisque Laurent Wauquiez on verra. Une élection n'est jamais... Écoutez, c'est vrai, on l'a vu d'ailleurs pendant les primaires. Il faut être humble. C'est vrai, méfiance. Mais en tout cas, on va dire qu'idéologiquement, il y a quand même l'épaisseur d'un papier à cigarette entre la droite et Emmanuel Macron, que ce soit sur l'État-providence qu'il faut réformer, sur se convertir à l'efficacité. Est-ce que vous n'avez pas peur, dans le fond, de vous retrouver en numéro 2, être en contradiction finalement avec ce que dans le fond vous pensez? Je vais vous dire, c'est ça encore, quand je suis en ligne avec ce que fait Emmanuel Macron, je le dirai, et j'ai pas besoin de créer de la contradiction là où il y en a pas. Par exemple, sur le budget, qu'est-ce qui vous heurte aujourd'hui? Sur le budget, beaucoup de choses, mais juste sur le fond, avant d'aller dans la technicité du budget, il y a un gouffre qui me sépare d'Emmanuel Macron dans son approche, parce que c'est quelqu'un qui est très étatiste, qui pense que les solutions pour le pays vont passer par lui et par l'État, et qui est très centralisateur. Moi, je crois à la décentralisation. Je crois que l'État doit mieux protéger les gens sur ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire mettre le paquet sur la sécurité, sur la justice, sur l'éducation, sur la santé. Je ne pense pas que l'État, aujourd'hui, ait réussi à créer davantage de justice dans ce pays. En revanche, ce que je vois, c'est la dépense publique. Non, mais attendez, il y a une chose qui est certaine. La dépense publique, et on va revenir au budget, elle ne diminue pas. Et ça, vous voyez, c'est presque le moteur de mon engagement politique. Non, mais sur le retour de l'État, comment est-il possible qu'on continue dans un pays qui a 2200 milliards de dettes à dépenser toujours plus? J'entends bien, mais le retour de l'État, ce retour de l'État, par exemple, sur l'Unédic, qui est en grave déficit, ou sur le fromage, on appelle ça le fromage parce que c'est un gâteau de 35 milliards d'euros de la formation, que l'État ils veulent y remettre son nez pour que ce soit plus efficace. Est-ce que vous considérez que c'est une mauvaise idée? Mais là encore, toutes les têtes de chapitre sont bonnes. On avait les mêmes tête de chapitre quand on était en train de défendre le projet d'Alain Juppé ou celui de François Fillon, qui finalement, quand on regardait bien en détail, était très proche, parce que c'était la même famille politique qui voulait aller dans la même direction. Les têtes de chapitre, dire qu'on est pour l'apprentissage, vous imaginez bien qu'une femme comme moi, qui suis chef d'entreprise, je ne peux être que pour le développement de l'apprentissage. Vous imaginez bien que sur un certain nombre de grands principes qui sont énoncés, on ne peut être que d'accord. Mais comme toujours, d'abord, c'est l'exécution, et ensuite, on passe à côté. D'ailleurs, le président de la République, dimanche, n'a pas une seconde dans son allocution parlé de la baisse de la dépense publique. Le budget qui est présenté l'année prochaine, il est en hausse sur les dépenses de l'État. Elle passe de 417 milliards à 425 milliards. On est un pays qui a 55% de son PIB en dépenses publiques. C'est pour ça que je pense que ce pays n'est pas trop libéral, et Emmanuel Macron non plus. Je pense que ce pays est suradministré. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré son admiration. Il a dit « Je suis admiratif devant le budget 2018 ». D'abord, est-ce que c'est vraiment un service à rendre à Emmanuel Macron dans la bouche de Jean-Claude Juncker? Oui, mais puis quand la dette continue à augmenter, chacun place son admiration où il le souhaite. Il a l'imprimatur de Non, mais vous savez, Juncker. on arrivera toujours à trouver des gens qui distribuent les bons et les mauvais points. Le sujet, c'est est-ce que les Français pensent qu'on est sur la bonne voie, au sens où il y a une modernisation, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et de ce point de vue-là, une fois encore, je suis d'accord. Mais ce que j'ai l'impression, finalement, de voir, c'est un Emmanuel Macron qui est en train de détricoter tout ce qu'a fait François Hollande. Et je ne peux que m'en réjouir, puisque j'étais totalement opposée à la politique menée par François Hollande. Quand François Hollande disait qu'il fallait taxer le capital comme le travail, là, il crée une anomalie, parce qu'il n'y a pas des pays au monde qui se portent bien, qui ont fait cette erreur absolue. Et Emmanuel Macron revient en arrière là-dessus. Tant mieux. Mais est-ce qu'on est en train d'aller là où on voulait aller, c'est-à-dire une réforme en profondeur de la France, qui a quand même, là encore, 6 millions de fonctionnaires? Il nous explique qu'il voulait baisser de 120 000 fonctionnaires. In fine, pour ça, en gros, c'est 24 000 fonctionnaires par an.
L'année prochaine, c'est 1000. Donc on voit bien qu'au fond, il y a le déclaratif, et puis après, on verra. Moi, je ne lui fais pas de procès d'intention. Simplement, s'il n'en fait que 1000 l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra en faire 40 000 Oui, mais après 120 000, pour c'est rattraper. sur le quinquennat, c'est pas 120 000 par an. Ce que je viens de vous dire, ça fait 24 000 par an. Oui. Mais si vous n'en faites que 1000 l'année prochaine, il en manquera 23 000. Alors- Et puis le sujet, c'est pas tant les chiffres, c'est comment on va réussir à moderniser cet appareil de l'État, comment on va moderniser les collectivités, parce que les gens, eux, qui bossent, qui se lèvent tôt le matin, ils croulent sous l'impôt. Et on ne peut pas continuer à leur expliquer que c'est toujours plus cher, toujours plus d'impôts et des augmentations, parce qu'on parle de la CSG, mais il n'y a pas que la CSG. Il y a l'augmentation du diesel, il y a l'augmentation, il y a des impôts sur le PEL, sur l'assurance vie, ça touche le plus grand nombre. Il faut de l'argent pour faire tourner les services publics. Mais là encore, arrêtons de dire ça. Pourquoi ? Bien sûr qu'il jusqu'à en preuve faut. du contraire, il en faut. Mais, cher monsieur, est-ce que les services publics aujourd'hui marchent mieux qu'il y a 10 ans ? Et pour autant, on a augmenté de 400 000 fonctionnaires les collectivités territoriales. Donc on a un problème, non pas, on a un problème d'efficacité de la dépense publique. Bien sûr qu'il faut de l'argent et bien sûr qu'il faut payer des impôts. Et je pense que personne dans ce pays ne souhaite pas payer des impôts. Simplement, les gens ont envie que leurs impôts, ils servent à des investissements, à des choses tangibles, à l'amélioration de leur quotidien. Quand on construit des routes ou des crèches, bien sûr que personne n'a à redire sur cet argent public. Mais quand vous voyez finalement que le nombre de fonctionnaires n'a cessé d'augmenter dans ce pays avec des taux d'absentéisme qui sont très élevés, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer au bien-être au travail des fonctionnaires ? Moi, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux moins de fonctionnaires, mieux rémunérés, avec plus de reconnaissance de leur travail effectif et surtout ne pas considérer que tout le monde doit être fonctionnaire. Il y a vraiment, une fois encore... C'est une vieille idée et personne ne l'a fait. Mais pourquoi ? Par manque de courage, peut-être. Et je pense y compris dans votre famille politique. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Vous savez, je pense que mon sujet, il n'est pas de défendre des méthodes auxquelles je ne crois pas. Moi, je crois qu'on a besoin, et c'est peut-être parce que je viens de l'entreprise, parce que je crois à l'efficacité de la dépense, parce que je pense qu'il y a d'autres méthodes, et parce que, une fois encore, je crois qu'il faut restaurer le bien-être au travail de tous ces agents publics qui, aujourd'hui, sont en souffrance, mais où, finalement, on a l'impression qu'alors que toutes les entreprises de France et de Navarre passent à la numérisation, à l'efficacité, diminuent leurs coûts sans, bien évidemment, licencier ou toucher simplement par efficacité de leur gestion, eh ben, on a l'impression que l'État est le mauvais élève qui, lui, finalement, ne baisse pas sa dépense publique. Alors, on va en venir dans cette deuxième partie au cas Wauquiez de la droite, dans le fond, ce que vous voulez, parce que là, on est dans la critique de ce que fait Macron aujourd'hui, mais pour rester là-dessus, puisque cette première partie est bientôt terminée, vous qui venez de l'entreprise, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne proposition d'ouvrir des nouveaux droits à des chômeurs, c'est-à-dire la démission pour le chômage, pour les démissionnaires, même si on a vu que Emmanuel Macron était un peu tangent finalement sur cette nouvelle mesure. Vous en pensez quoi ? Vous mettez l'accent sur ce qui me différencie de son approche. Et peut-être parce qu'il n'a pas passé suffisamment d'années dans le monde réel. Moi, j'ai passé 20 ans en entreprise et je peux vous dire que le risque de cette proposition, c'est de confondre une fois encore les Français, les quelques Français, et tant mieux s'il y en a qui souhaitent devenir des start-upers, créer leur entreprise, avoir un projet et bénéficier du coup d'une indemnité conventionnelle liée à cette transaction qui peut s'opérer et du coup une démission pour créer une vraie entreprise, sachant qu'on sait que malheureusement toutes ne vont pas être à succès et beaucoup... C'est aussi favoriser la mobilité, pas forcément pour créer une entreprise. Oui, mais c'est là où je pense que c'est aussi dangereux de faire miroiter à certaines personnes. Vous savez, si je reprends ce qu'avait Emmanuel Macron avait dit des dames de chez GAD qui étaient illettrées. Est-ce que vous pensez que finalement elles ne se diront pas qu'il y a un effet d'aubaine à démissionner au lieu d'avoir un métier très dur, très difficile, sans penser nécessairement qu'elles reprendront un job dans les 3 années qui suivent? On reprend dans quelques minutes. C'est la fin de cette première partie. À tout de suite donc avec Virginie Calmels. RFI et France 24 présentent Mardi politique.
Retour dans Mardi Politique avec Frédéric Rivière et notre invitée Virginie Calmels, donc première adjointe au maire de Bordeaux, donc Alain Juppé, et puis probable numéro 2 des Républicains, si bien sûr Laurent Wauquiez est élu, puisque, comme on dit en politique, vous avez fait un ticket. Alors on va parler de la droite, mais je voudrais peut-être qu'on conclue cette question, on a été obligé d'être coupé pour la pause d'infos, sur ces nouveaux droits que veut ouvrir Emmanuel Macron aux démissionnaires, c'est-à-dire donc des personnes qui pourront toucher le chômage s'ils décident de démissionner. Vous vouliez finir votre Oui, je voulais propos. simplement rajouter que dans un pays qui a 2200 milliards de dettes, 55% de son PIB en dépenses publiques, ça va être quand même compliqué d'additionner sans cesse des propositions qui vont encore coûter aux contribuables. Parce que finalement, ce qu'on n'a pas compris dans le projet d'Emmanuel Macron, dans son ensemble d'ailleurs, c'est comment il le finançait. Et dimanche, pas de réduction de dépenses publiques, toujours davantage d'impôts, CSG et tout le reste, parce qu'il n'y a pas que la CSG qui augmente. Et notamment toujours pour les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes, les gens qui ne sont pas des ultra-riches ni des ultra-pauvres, c'est-à-dire le lot commun des Français. Et puis, on parle d'évaluation entre 3 et 14 milliards. Alors, ça dépend si on parle 3 milliards à minima chaque année. Comment la France, finalement, va pouvoir financer tout ça? Ça me laisse un petit peu dubitative. Et d'ailleurs, j'ai senti plutôt un rétropédalage d'Emmanuel Macron sur cette question. Oui, sur les années, au bout de 5 ans, puis non, peut-être un peu plus. Oui, ou si on a un projet. Voilà, en justifiant un vrai projet pour éviter les effets d'aubaine. Autre question, si Frédéric n'a pas une autre question de rebondir sur cette question. Il y a, et là, j'imagine que vous n'allez pas être contre cette idée, puisque vous êtes, j'imagine, d'essence gaulliste aussi, puisque vous êtes chez les Républicains. Dans son interview, il a dit vouloir revenir donc, sur l'idée du général de Gaulle, qui a échoué d'ailleurs sur son fameux projet d'ordre social nouveau, c'est-à-dire une réforme qui permettrait que les intérêts et la participation, ce qu'appellent les socialistes la redistribution, mais au sein de l'entreprise, soient élargis aux partenaires et aux salariés, et pas seulement aux actionnaires. Est-ce que ça, c'est une bonne révolution? Mais moi, je serais toujours favorable à des mesures qui visent d'abord à aligner un petit peu les intérêts des actionnaires et ceux des salariés. Personnellement, j'ai dirigé plusieurs groupes où notamment j'ai mis en place des plans d'action gratuites où je pense que ça allait dans la bonne direction, c'est-à-dire de donner la capacité à des salariés d'augmenter leur rémunération via une rémunération variable, assise sur une forme de risque, en tout cas de performance de l'entreprise. La participation reste une belle idée. Je rappelle simplement que tous ces mécanismes, la participation, les actions gratuites, voire les stock options à une époque, qui était un gros mot dans ce pays et qui pourtant alignait justement les intérêts des actionnaires et les intérêts des salariés, ont été un peu massacrés par des mesures fiscales qui les ont rendues totalement inopérantes. Donc tant mieux si on va dans la bonne direction. Je reste convaincue, et pour avoir là encore dirigé un certain nombre d'entreprises, que les salariés doivent être motivés. Et on en revient, vous voyez, à la fonction publique, où je pense que c'est peut-être ce qui manque. On n'arrive pas assez à récompenser la qualité du travail. On ne sanctionne pas, mais on ne récompense pas. Je pense que les systèmes où on est capable de dire merci à ses salariés et de leur déclencher des systèmes de 13e mois, de participation, d'intéressement, sont des systèmes qui finalement fonctionnent et à mon sens, on a la nécessité de s'en inspirer. On en vient à la bataille pour la présidence des Républicains, peut-être. Oui. Et cette alliance, Virginie Calmels, qui a surpris, vous avez été critiquée. C'est vrai qu'il y avait matière à s'étonner. Qu'est-ce que vous partagez finalement avec Laurent Wauquiez ? Alors, je vais vous dire, j'ai été critiquée, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que la droite explose. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que leur métier, c'est tous les jours de critiquer leurs voisins, leurs collègues politiques. Moi, je ne suis pas une vraie politique. Je débute depuis 3 ans, je me suis engagée. Ma vision, et c'est plutôt celle d'un chef d'entreprise, c'est de créer une équipe. Au bout de 3 ans, la période d'essai est passée, vous savez. Hein. Bah, écoutez, j'ai survécu, on va le dire comme ça. Mais créer une équipe, c'est considérer, comme dans une entreprise, que la force, c'est la complémentarité des talents. Et donc, bien sûr que j'aurais pu faire le choix, comme d'autres d'ailleurs, de dire, bah, tiens, je vais me présenter pour finalement, à la fin des fins, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se rassembler. Donc, au fond, c'est simplement souvent
des ambitions personnelles qui divisent la classe politique plus que des lignes politiques. La ligne politique, la mienne, elle est très claire, celle de Laurent Wauquiez aussi. Est-ce que nous avons des divergences? Oui. Sur quoi notamment, puisque vous m'interrogez là-dessus? Sur le sociétal. Tout le monde le sait. Sur le sociétal, nous n'avons pas la même approche. Je n'ai pas la même ligne que Laurent Wauquiez. Il le sait. Je n'en changerai pas. C'est mes convictions personnelles. Je suis favorable à l'adoption pour tous. Je suis contre la PMA et la GPA. Je pense que le mariage est quelque chose qui est derrière nous, qui n'est pas question pour moi de revenir en arrière. Et comme je l'ai souvent dit, le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres. Donc moi, ça ne m'enlève rien de voir des couples homosexuels heureux parce qu'ils sont mariés. Alors, maintenant, sur le reste... La ligne économique de Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'elle est Alors, nous allons définir un projet ensemble et nous avons du temps. La droite, elle doit se reconstruire, comme ça ne vous a pas empêché. Elle est un peu dans un sale état, un peu sur des cendres. Voilà, on a connu, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que notre candidat n'est pas présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. On a tout à rebâtir et on va rebâtir ensemble un projet. Maintenant, franchement, on l'a bien vu aux primaires, arrêtons de surjouer les différences. Les projets entre Sarkozy, Fillon et Juppé étaient très similaires. En revanche, ils étaient portés par des personnalités tellement différentes, d'expérience, de tempérament, de caractère, qu'au fond, ça... Et puis parce que ça a été le jeu de la primaire, on a mis le projecteur sur leurs différences. Mais regardons les points communs, ils sont très nombreux. Et moi, je me retrouve avec Laurent Wauquiez sur l'idée qu'il faut renforcer la sécurité dans ce pays, qu'il faut davantage de moyens pour la police et la justice, qu'il faut un régalien fort, mais économiquement, oui, je suis plutôt libérale. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, avec son slogan « La droite est de retour »,« La droite », on ne sait pas trop quel sens ça prend, ni où ça va. Ça reste pour l'instant un slogan, avec quelles idées derrière. Mais dans le fond, est-ce que le véritable objectif, vous disiez tout à l'heure, il y en a qui ont des intérêts à ce qu'on échoue, etc. Oui, parce que c'est confortable de se retrouver face à Macron. Mais justement, face à Mélenchon et Le Pen pour Macron. Est-ce que dans votre camp, il n'y en a pas qui disent, peut-être Laurent Wauquiez, disent pourvu que Macron échoue, comme ça on sera là pour être la bouée de sauvetage? Je crois pas. Je vais vous dire, moi, alors, je crois que quand on fait le métier de politique, je l'espère en tout cas, sinon c'est dévoyé, c'est qu'on a envie d'apporter de la valeur à son pays. C'est qu'on a envie que le pays y réussisse. Et l'ambition personnelle. Donc, non mais là vous avez raison, il y a beaucoup trop d'ambition personnelle, mais de toutes parts, de gauche comme de droite, vous les voyez partout, les ambitions personnelles. Et c'est peut-être ça qui surprend. C'est quand finalement on dit, tiens, moi je vais mettre mon ambition personnelle de côté, au lieu d'aller briguer une présidence et d'aller expliquer pendant 3 ou 4 mois quelles sont nos différences, une fois encore. Moi je vais vous dire, je suis ressortie de cette élection présidentielle en me disant que vraiment c'était très dur, voire à certains moments en étant écœurée. Donc je crois qu'il est temps, et je crois que nos militants attendent ça, qu'on soit capable de se rassembler. Si on n'est pas capable de se rassembler, écoutez, c'est à désespérer. Moi je pense qu'on a besoin de mettre de côté les ambitions personnelles, de reconstruire la droite. Bon. C'est un vœu pieux, mais essayons de le faire. Moi je pense que vous savez, on a de la chance. Les échéances politiques maintenant, elles sont lointaines. Donc on n'est pas en train de parler de 2022 là, on est en 2017 à reconstruire une droite solide. C'est pas une droite dure, c'est pas une droite molle, c'est une droite claire, solide. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se comprennent que c'est pas du tout le Front National qui représente les idées de la droite. Bien souvent, mais la porosité avec Mélenchon est très forte, notamment sur le projet économique. Mais on va pas non plus laisser le Front National s'arroger le monopole des questions migratoires, des problèmes de sécurité. Vous avez parlé d'une droite claire. La clarté n'est pas forcément la marque de fabrique de Laurent Wauquiez, notamment sur l'Europe. Vous savez que Laurent Wauquiez a dit à peu près tout et son contraire sur l'Europe. Moi, je suis pro-européenne. Oui, et lui, il l'a été, puis il l'a été beaucoup moins, puis plus du tout. Alain Juppé avait même qualifié les propos qu'il avait tenus dans un livre paru en 2014. Europe, il faut tout changer. Alain Juppé avait dit que c'était des stupidités. Alors, finalement, le Wauquiez 2017 sur l'Europe, il en est où ? Écoutez, c'est une question que nous avons abordée, puisque au moment de ce tandem, et comme d'ailleurs l'avait souhaité Alain Juppé, rester dans sa famille politique, mais avec certaines lignes rouges comme la porosité avec le Front National, qui pour nous est une ligne rouge infranchissable. Le poids de sens commun est une ligne rouge. L'Europe en est une. Moi, j'ai simplement Il était favorable au Brexit, quand même. J'ai échangé avec Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, sa position est très claire. Il est pro-européen.
Mais comme moi, il pense que cette Europe ne marche pas en l'état, qu'il faut la rebâtir et peut-être finalement Oui, mais la rebâtir en revenant un peu en arrière. Non, on revient à cette idée de Jacques Delors ou d'Édouard Balladur, des cercles concentriques, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avancer avec une Europe qui a été tellement élargie et donc sur un certain nombre de sujets, il l'a dit d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, il croit à cette construction européenne, notamment dans le domaine de la recherche, mais contrairement à Emmanuel Macron, on ne veut pas donner tous nos pouvoirs à l'Europe. On veut garder la souveraineté de la nation parce qu'on y croit, tout en étant un moteur en Europe, mais je le redis... Souverain est un mot que Emmanuel Macron utilise aussi beaucoup. Pour être moteur en Europe, vous savez, il faut être les bons élèves de l'Europe. Et aujourd'hui, on est les mauvais élèves. On est trop endettés, on a trop de dépenses publiques, on n'est pas un pays compétitif. Donc j'aurais tendance à dire, déjà, balayons devant notre porte et remettons la France à flot. Soyons les bons élèves de l'Europe et on sera un moteur, mais d'une Europe effectivement reconstruite, mais soyons pro-européens. Moi, je suis fondamentalement pro-européenne et j'espère que notre famille politique, toute l'année prochaine, on va élaborer le projet, on aura le temps d'échanger, conclura à cette vision de l'Europe. Virginie Calmels, l'affaire Harvey Weinstein, bien sûr, vous l'avez suivi comme tout le monde aux États-Unis. Donc la toile se déchaîne en France avec le hashtag Balance ton porc, où beaucoup de femmes dénoncent leur harceleur. Alors cette initiative, vous la regardez comment? Est-ce que vous vous dites, dans le fond, c'est sain parce que la parole est libérée, ou vous dites quand même c'est une incitation à la diffamation anonyme et ça pose quand même un petit problème? C'est toujours extrêmement compliqué ces affaires parce qu'elles touchent à l'intime, elles touchent à ce qu'il y a de plus personnel au fond. Et je pense qu'il faut là aussi laisser la liberté de chacun, et en l'occurrence de chacune, parce que c'est quand même beaucoup plus les femmes qui sont concernées, de savoir où elles-mêmes elles veulent mettre le curseur. Je comprends qu'on veuille inciter à ce que les femmes révèlent, mais je peux comprendre aussi que certaines n'osent pas, qu'elles puissent même en avoir honte d'une certaine façon, ou qu'elles n'aient tout simplement pas eu envie de le porter sur la place publique. Donc une loi serait la bienvenue? Moi, je vais vous dire, je pense qu'on légifère beaucoup trop dans notre pays et souvent mal, et qu'en plus, derrière, on n'applique pas toujours les lois qui existent. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va demander des couches et des couches supplémentaires de lois. Je pense qu'en revanche, comme souvent, le débat permet de porter un peu d'attention sur des problématiques qui parfois sont tues. Et je crois que ce débat va peut-être, à certains moments, replacer le curseur, voyez-vous, sur même les comportements de certaines personnes qui vont se dire... Pour un temps. Oui, mais là encore, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas tomber dans... Vous voyez, un excès ne doit pas en entraîner un autre. Je pense que c'est courageux d'un grand nombre de femmes, et vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour ces femmes qui ont été victimes, et on voit qu'il y en a beaucoup dans beaucoup de secteurs. Et donc, c'est même inquiétant de voir le nombre de femmes qui finalement se taisaient jusqu'à présent. Et tant mieux qu'aujourd'hui, la parole soit libérée. Est-ce qu'il faut légiférer? Comment légiférer? De toute façon, c'est un délit. Là encore, n'inventons pas des délits supplémentaires. Reconnaissons déjà ceux qui existent. Et c'est un véritable délit, voire un crime, quand il s'agit d'agression. Pour illustrer les difficultés que pose ce sujet, on va écouter ce que disait hier matin, et puis quelques instants plus tard, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sur cette question du harcèlement. Connaissez-vous aujourd'hui un homme politique dont on dira dans 10 ans « Nous savions qu'il était un harceleur ». Nous le savions. Non. Sinon, vous le dénonceriez. Non. C'est compliqué. C'est compliqué, mais la dénonciation ne fait pas partie de mon identité politique. Harcèlement sexuel subi par les femmes en France, et je me suis mal exprimé. Je le regrette. J'ai réagi aux mots de dénonciation, que je n'aime pas et que je n'ai jamais aimé. Mais j'aurais dû réagir au problème du harcèlement sexuel lui-même. Il va de soi que si j'étais au courant de faits de harcèlement sexuel contre une femme, je serais le premier à les signaler. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé dans la tête de Bruno Le Maire? Cette espèce d'embarras sur la question de la dénonciation, et puis cet embarras aussi sur l'hypothèse de la non-dénonciation. Non, je ne suis pas à sa place et dans sa tête. Moi, ce que je vois en tant que femme, peut-être, c'est qu'effectivement, on voit des agressions dans les transports en commun, et on a peut-être toujours un peu l'angoisse de la passivité
des autres dans ces cas de figure-là. Qui est une réalité dans bien des cas, malheureusement. Et d'un manque de courage, d'une certaine façon. Et vous voyez, s'il y a une valeur que je revendique plus que tout, notamment en politique, parce que je pense qu'on n'en serait pas là si on avait eu des hommes et des femmes très courageux, et plus généralement dans la société, c'est peut-être de réinstaurer cette notion de courage, de bravoure, voire de panache. Et aller au-devant d'une femme en difficulté, eh bien, aujourd'hui, on le remarque énormément. D'ailleurs, je pense que vous le remarquez comme moi, quand un homme est très bien élevé ou très prévenant, on n'en revient pas tellement finalement, ça n'est plus la norme. Et je pense qu'on a besoin collectivement de bien se rendre compte qu'au fond, il ne faut pas être lâche, il ne faut pas être passif, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Là, je pense que Bruno Le Maire a été probablement pris totalement au dépourvu et que le mot délation lui a fait peur. Mais on va vous retourner la question d'ailleurs. Si vous aviez un cas, est-ce que vous dénonceriez ? Oui. Bah, écoutez, alors moi, vous savez, par principe, la première. C'est vrai que le monde dénonciation. Je pense que la première des choses à faire avant de dénoncer, c'est de s'adresser aux personnes elles-mêmes. Moi, vous savez, dans la vie, en général, ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait directement à la personne, avant même de faire des communiqués de presse, dans l'affaire Fillon, par exemple, qui était complexe, etc. C'est de s'adresser à la personne elle-même et de donner son point de vue et d'expliquer à cette personne qu'elle passe les bornes, notamment parce que là, on parle... Ça vous est arrivé, vous, dans votre vie? Non, moi, vous savez, j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités jeunes. Oui, donc, et en tant que femme, on est dans la situation inverse. Et d'ailleurs, je note qu'il y a voire pas harcelé des hommes. Cas. Ben non, voyez-vous, en tout cas, personne ne s'est jamais plaint. Non, mais bien évidemment qu'en fait, on se rend compte que cette question, d'ailleurs, se pose moins dans l'autre sens. Voilà, que les femmes n'utilisent pas leur pouvoir sur les hommes, ou en tout cas, moi, j'en suis pas informée. Pour autant, oui, on fait face à des blagues graveleuses, voire à du machisme en politique. Oui, je vais même vous dire que c'est un des milieux où on est le plus servi en la matière. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, l'écho phénoménal que rencontre ce hashtag Balance ton porc sur Twitter. Ça fait bizarre de le dire. C'est pas joli. Ça c'est très joli. Totalement marginal comme appréciation, mais c'est pas joli. Mais est-ce que ça vous paraît justifié ou est-ce qu'il y a, selon vous, une forme d'excès et d'auto-emballement autour de cette question? Et moi, vous savez, je suis une femme qui est née à Bordeaux, en France, avec un tempérament, et on a ce tempérament qui est latin. Nous ne sommes pas des Américains. C'est-à-dire que nous acceptons encore aujourd'hui de prendre l'ascenseur avec un homme sans se dire que on est déjà en train d'appeler notre avocat parce qu'il peut y avoir un sujet. Donc moi, je crois que comme toujours, il faut faire preuve de tempérance, mais là encore, ce n'est pas fermer les yeux ou ce n'est pas admettre l'inacceptable. Mais légiférer, rajouter, si vous voulez, le danger, et il ne faudra jamais tomber là-dedans, c'est à contrario que des femmes, à ce moment-là, se victimisent. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien balancer entre la réalité des faits. C'est pour ça que la délation est un sujet. C'est que la délation n'a de sens, déjà, le mot n'est pas agréable, mais que si c'est avéré. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours s'adresser aux personnes elles-mêmes pour montrer à une personne éventuellement qui ne se rendrait presque pas compte, parce que vous en avez des hommes qui ne se rendent pas compte, qu'ils dépassent certaines limites, et leur faire prendre conscience avant toute délation, me semble-t-il, et surtout, soyons attentifs à ce qu'il n'y ait pas d'injustice, ni dans un sens, ni dans l'autre. Est-ce que le pouvoir n'est pas, on va dire, un accélérateur de harcèlement sexuel dans les entreprises? Dans le fond, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est pas plutôt un abus de pouvoir qui se traduit évidemment par des comportements qui sont déplacés, mais est-ce qu'au départ, c'est pas quand même ce sentiment d'être de toute puissance? Enfin, sans faire de la psychologie à deux balles. Heureusement qu'on peut exercer des fonctions de pouvoir sans tomber dans ces travers-là. Donc je ne voudrais pas non plus qu'on donne le sentiment que finalement tout homme de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, en abuse. Enfin, moi j'ai travaillé avec un certain nombre d'hommes dans ma vie sans à aucun moment me sentir victime d'une quelconque agression. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, Roselyne, qui revient évidemment la semaine prochaine. Absolument. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous Virginie Calmel. Merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Hernande d'avoir préparé cette émission et à l'équipe technique de l'avoir réalisée. Merci à vous.